Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Révélation de Madame le ministre de l'Énergie et de l'Eau contre certaines pratiques au sein de l'EDM-SA. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Abdallah Yatara, il est conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Il est aussi membre du parti Yelema. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci Monsieur Barou-Silvio pour l'invitation et un clin d'œil à mes co-débatteurs et à l'ensemble des téléspectateurs. Deuxième invité, Monsieur Mohamed Alamine Diko. Il est secrétaire politique au niveau du RDS, Rassemblement pour le développement. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Mes salutations à tous les téléspectateurs et en particulier aux abonnés de l'Énergie du Mali. Il annonce déjà les couleurs. Troisième invité, M. Cheikhoumar Soumano. Il est coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur le jeune patron, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci pour l'invitation. Mes salutations particulières aux téléspectateurs de Congo-Brazza. Et je les remercie pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont accordé quand on est parti les magnifier. Voilà, c'est un coucou pour eux. Quatrième invité, professeur Abdul Karim Djamoutene. Il est professeur d'enseignement supérieur et aussi président d'une formation politique. Monsieur professeur Djamoutene, merci d'être là. Merci, bonsoir. Bonsoir, chers débatteurs. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. En tout cas, merci à toutes et à tous. Gestion mafieuse DDM, les révélations de la ministre de l'Énergie après que la Société Énergie du Mali est sous l'effet des critiques suite au nombreux délestages. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est exprimé sur le sujet ce mardi à la télévision nationale. Madame Bintou Kamara a fait des révélations qui font froid au dos. Elle estime déjà que les coupures d'électricité sont essentiellement dues au résultat d'une mauvaise gestion de la société. Monsieur Diko, oui. Comment vous expliquez déjà l'opportunité de cette sortie de Madame le ministre en charge de l'énergie et de l'eau? Bon, à notre entendement... Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contexte de sa sortie? Le contexte, on vient de passer plusieurs années avec de gros problèmes énergétiques au Mali. Il faut savoir que la croissance augmente en moyenne de 10%, la demande en consommation augmente en moyenne de 10% par an ici au Mali. Et depuis 2 années à peu près, les délestages en fait sont devenus pratiquement une routine du citoyen malien sur toute l'étendue du territoire, les problèmes énergétiques. Et depuis quelques mois, le problème s'est fortement accentué. Nous attendions au 22 septembre 2023 au discours du président de la transition Assimi Goïta qu'il touche à l'aspect énergétique, ce qu'il n'a pas fait. Oui. Il l'avait fait au 22 septembre 2022 en disant qu'il allait s'occuper de la chose et que la transition se penchait dessus sérieusement. Donc ce bilan-là n'avait pas été fait à la date du 22 septembre. Les choses se sont fortement détériorées. On connaissait des coupures de, on va dire, approximativement en moyenne de 3 heures par jour. Et c'est passé à 7 heures, 10 heures, voire même 15 heures dans certains secteurs de la ville. Oui. Et d'autres endroits du Mali sans électricité pendant des jours. Dans ce contexte-là, maintenant, il y a eu un remaniement avec une nouvelle nomination et une chose que nous saluons, nous, à notre niveau au RDS, qui est le fait d'avoir scindé le ministère des Mines et de l'Énergie. Oui. On s'est retrouvé avec un ministère de l'Énergie qui va s'occuper exclusivement de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est l'eau, les énergies renouvelables, l'électricité. Et on s'est retrouvé avec un nouveau directeur, Monsieur Diallo, et une nouvelle ministre qu'on a vue à la télé dans une interview il y a quelques jours sur la chaîne publique.
Et dans ce contexte-là, elle a eu, beaucoup de personnes appellent ça des révélations. En réalité, on va dire que c'est un secret de polichinelle. Elle a enfoncé des portes ouvertes. D'accord. Mais monsieur Yatara, déjà, est-ce qu'on peut dire que madame le ministre a mis ses pieds dans les plats? Peut-être. Et le contexte, en fait, rapidement, 17 citernes réceptionnées qui ont disparu dans la nature. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est rendue à Balengui pour voir clair. Que tout est parti de là. Ça, c'est un peu le contexte de l'interview qu'elle a donné. Mais ça trouve déjà que la population souffre. Oui. Mais elle a fait beaucoup de révélations. Nous allons revenir. On le dit très souvent, Hitler l'a dit, même si Hitler lui-même n'a pas été un bon exemple, que plus le mensonge est gros, plus les gens le croient. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir dans les détails. Et par rapport elle a dit 59 citernes détournées en 4 jours, ça me paraît trop. Elle dit encore que des factures, des livraisons facturées sont payées 2, 3, 4 fois. Aujourd'hui, toutes les structures comme EDM sont la comptabilité informatisée. Et une même facture ne peut pas passer 2 fois. À moins qu'on ait sciemment fait un paramétrage pour ça. Là, l'audit du système du logiciel comptable doit être fait pour voir si réellement ça a été paramétré sciemment pour que la même facture puisse être payée 2 ou 3 fois. Ça me paraît quand même trop. Et troisièmement, il paraît que les groupes électrogènes commandés ne sont pas conformes aux caractéristiques de l'appel d'offres. Oui. Donc nous allons revenir. Et là aussi qui est fautif en ce moment. Et nous allons, au cours du débat, nous allons revenir sur ça. Est-ce qu'on ne doit pas accorder d'office le bénéfice du crédit à cette sortie du ministre en charge de l'énergie quand on sait que précédemment, elle a occupé certaines responsabilités au niveau même de la comptabilité de cette même société? J'ai même appris qu'elle a été dans un passé récent, le contrôleur de cette même structure. Tout à fait. Ok, et vous faites référence au fait qu'elle était un personnel technique de la dite structure, mais il faut que cette situation-là, elle dépasse l'aspect technique. Nous sommes dans un contexte politique général. Donc du coup... Donc vous comprenez déjà sa sortie? Il y a 2 questions que je me pose liées à sa sortie. Est-ce que c'est elle qui aurait dû s'exprimer? Et ce qu'elle a dit, est-ce que c'est ce qu'elle aurait dû dire? Parce qu'il faut comprendre, comme mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des lessages d'une telle ampleur. Oui. Et maintenant, le déficit de communication a un peu agacé la population qui, à un moment donné, parce que devant, le silence était arrivé un peu à la fin de son processus. Les autorités ne pouvaient plus garder le silence parce qu'il y avait tellement de questions, tellement de recommandations, il fallait maintenant communiquer. Maintenant, la question, c'est de savoir qui devait communiquer et qu'est-ce qu'on devait dire. Je crois que c'est à ce niveau que le problème se pose. Maintenant, la question de l'énergie, c'est vrai que le portage est politique, mais c'est un dossier éminemment technique. Parce que même quand vous êtes gestionnaire, au niveau d'une structure comme l'EDM est purement technique, il ne l'est pas de la gestion. La gestion, c'est un domaine qui est transversal, qui peut s'appliquer dans l'ensemble des services. Mais les problèmes qui sont reprochés d'abord à l'EDM, la fourniture, etc., ou bien les caractéristiques des équipements auxquels vous faites allusion, sont des éléments d'ordre technique. Même la fourniture, n'est-ce pas, la qualité du carburant, un certain nombre d'éléments, ce sont des éléments d'ordre technique. Oui. Donc, un responsable technique, un directeur technique, n'est-ce pas, serait mieux placé pour justifier, n'est-ce pas, dans un contexte pareil. Donc, pour moi, l'opportunité de sortie, oui, mais est-ce que c'était elle? Parce que, au fait, quand c'est elle qui sort, c'est le dernier rempart, au fait. C'est-à-dire que dans un département comme ça, quand vous devez communiquer, il faut d'abord commencer par les petits, qui communiquent au fur et à mesure, donc vous pouvez redresser. Maintenant, si elle a commis un gaffe, il y a qui maintenant pour corriger? C'est soit un ministre supérieur, soit le PM, ou bien le président de la transition. Donc, vous voyez... On a l'impression que vous êtes en train de vous inquiéter du sort du ministre. Non, au fait, moi, je vois... Quand on communique pour un objectif. Les populations sont meurtries, eu égard au déficit d'électricité, etc. Donc, quand un ministre sort, l'objectif, c'est de soulager la population, que la population comprenne. Mais j'aurais préféré qu'on accentue l'analyse sur les propos du ministre, quoi, en réalité, pour sortir de cette question de formalisme. Quand vous regardez les propos du ministre, regardez, les propos du ministre conjugués aux différentes sorties que moi j'ai vues aujourd'hui des différents syndicats, je reste un peu, je ne peux pas trancher. Parce qu'au fait, quand vous communiquez, vous dites qu'il y a eu certaines infractions. Et jusqu'à présent, officiellement, nous ne savons pas quelqu'un a été arrêté lié à ces infractions-là. Donc moi, nous qui ne sommes pas de la boîte, on se pose la question sur la véracité des propos qui ont été avancés.
Maintenant, ce que nous savons habituellement de la procédure normale du fonctionnement de l'administration, c'est qu'au préalable, il y a des enquêtes techniques qui sont effectuées. Et à l'issue des enquêtes, là, maintenant, il y a d'autres structures qui s'y mêlent. L'institution judiciaire, etc. Et donc, il y a des poursuites, etc. Et maintenant, donc, au finish, les personnes politiques interviennent. Mais quand on voit un peu, on a l'impression que ça a été inversé. Je viens de voir sur les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, que le pôle économique semble ouvert un dossier particulier par rapport à ça. Vous voyez déjà, ça vient en aval, n'est-ce pas, de cette déclaration. M. Soumano, à ce stade du dossier, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est la parole du ministre contre la parole du syndicat? Alors déjà, avant de répondre à la question, je me permets de répondre à la ministre. Quand elle a demandé pardon à la population, moi je lui pardonne. Je pardonne au nom de l'ensemble des jeunes patrons, même s'ils souffrent, parce qu'il faut noter quand même qu'une bonne partie des jeunes patrons souffrent, notamment ceux qui sont dans le secteur informel, et les gens qui sont dans l'atelier de couture, dans les salons de coiffure, ils souffrent. Hein. Peut-être certains aussi sont fournisseurs de carburant DDM. Non, je sais, je le sais, mais moi je prends une couche particulière pour mes jeunes qui viennent me voir. Je plaide pour leur cause, mais en leur nom, comme Madame le ministre a demandé pardon, on lui pardonne. Maintenant, ceci étant, ce que je voudrais dire, Madame le ministre est dans son rôle. Dans son rôle, dans le sens où elle connaît ce dossier-là. Elle a été, comme vous l'avez dit au début de votre intervention, elle a été associée comme auditrice de cette boîte où elle a beaucoup d'éléments. Peut-être que les recommandations étant faites. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est quoi? C'est que vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un rapport d'audit et qu'il y a des éléments qui sont indiqués, il faut déjà avoir en l'esprit le principe de la présomption d'innocence. Seule l'institution judiciaire peut ouvrir une enquête sur la base des éléments qu'on lui fournit, va faire des enquêtes poussées et décidera de tirer les conséquences juridiques et judiciaires par rapport à ce qu'elle a reçu comme rapport. Ça, c'est important. Donc, à ce stade-là, vous voyez que déjà, quand on écoute les propos de certains syndicats, ils disent que leurs enfants sont souvent taxés de fils de voleurs. Ouais, donc déjà dans la tête de la population, on considère que certains travailleurs de l'EDM sont des voleurs. Bon, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ça. Il faut déjà que les uns et les autres aient à l'esprit qu'il y a d'abord la présomption d'innocence et que le on va chercher aussi à connaître la véracité de ces propos aussi. Non, hein? Oui, mais s'ils le disent, je me considère qu'ils se l'ont dit, on tient compte, ça a été dit sur les réseaux. Moi, j'ai entendu comme vous. Maintenant, j'ai dit, moi, aujourd'hui, le rempart, c'est la justice. C'est cette justice qui doit faire son travail et il faudrait que cette justice soit saisie officiellement. Ça, c'est important. Deuxième chose, aujourd'hui, l'analyse que je peux faire, on voulait résoudre une crise, est-ce qu'il n'y a pas une autre crise qui est en train de s'ouvrir? Il faudrait qu'on évite cela. Troisième chose, aujourd'hui, il faut qu'on aille aux solutions. Et la première solution que Madame le ministre a proposée, c'est l'amélioration. On va diminuer les délestages. Donc, ça veut dire que dans un délai court-termiste, il n'y aura pas la fin des délestages. Ça, déjà, c'est clair. On va diminuer autant que faire se peut. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, ça ne résout pas le problème parce que moi, je réfléchis encore en tant qu'acteur du secteur privé. Les questions d'investissement, aujourd'hui, ça peut faire peur aux investisseurs. Quand ils veulent venir, ils vont dire « Ah, il n'y a pas d'électricité au Mali, notre coût de production sera... » Donc, il faudrait que tous ensemble, on réfléchisse à une solution moins long terme. Les syndicalistes ont dit que c'est une question d'argent. Mais aujourd'hui, qui va donner l'argent compte tenu de tout ce qui est reproché à l'EDM? Donc ça veut dire qu'il faudrait, pour le moment, écarter cela. Et je finirai pour autre chose. On a dit qu'il y a un comité de crise qui est mis en place et qui est présidé par son excellence. Maintenant, la question, les membres de ces commissions, est-ce qu'il y a la société civile est associée à cela? Parce que c'est cette société civile qui aujourd'hui souffre. C'est la population civile qui souffre. Bon, je dis population, tout le monde souffre, mais généralement, c'est nous qui ne sommes pas associés au pouvoir qui souffrons. Donc, je pense que ce serait bien d'associer justement les membres de la société civile pour qu'ensemble, on réfléchisse maintenant à une solution moins long terme. À défaut que, si on ne peut pas tout de suite arrêter le délaissage, mais il faudrait que très rapidement qu'on puisse réfléchir ensemble à des solutions moins long terme. Monsieur Diko, quelque chose me dit que votre cœur balance entre qui croire entre le ministre et les syndicats finalement après ces deux sorties. En réalité, bon, mon cœur ne balance pas. Mon cœur ne balance aucunement quand je passe 12 heures par jour dans l'obscurité et dans la chaleur. Mon cœur ne balance aucunement. Une chose est claire, l'EDM est un grand corps malade et l'EDM a un énorme problème de gestion. Ce que Madame la ministre a fait, pour nous, je vous dis, elle a occupé le rôle d'une lanceuse d'alerte. Et pour nous, ça c'est, elle aurait dû intervenir en aval.
pas en amont comme elle l'a fait. On s'attendait à ce qu'on voit les chargés à la communication d'EDM sortir, exactement comme Diamontene l'a dit. Il y a une absence totale de communication de la part d'EDM. Ça, c'est déjà une faute grave. Le chargé à la communication d'EDM doit se remettre en question. Les structures de gestion et d'audit interne de l'EDM doivent se remettre en question. Maintenant, l'interview tenue par Madame la ministre, il y a des choses, elle n'a pas transmis assez de données. Je vais vous donner un exemple très simple et très concret. On va sur la base des 59 citernes qui ont disparu en 4 jours. Mettons que ça soit 57 citernes de 45 000 litres. On va extrapoler sur toute une année. Le chiffre est simple, ça représente 161 milliards par an de pertes sur l'EDM. Ce qui est impossible, rien qu'en gasoil. Ce qui est impossible. Ça veut dire que Madame la ministre ne nous a pas transmis la donnée qu'il fallait. On n'a pas assez de données pour savoir effectivement est-ce que ces 57 citernes ou 59 citernes qui ont disparu en 4 jours et 4 jours uniquement tout le long de l'année, ou est-ce que c'est comme ça régulièrement? On ne peut pas jeter l'opprobre sur l'électricité et l'EDM qui est la souveraineté en réalité du Mali. C'est une question de sécurité, de souveraineté, de santé, de tout ce que vous voulez. On a tous vu des travailleurs de l'EDM brûler à cause de leur travail, finir sourds parce qu'ils passent la nuit à côté des machines, ou handicapés parce qu'ils sont brûlés par le courant. Il y a des travailleurs corrects et honnêtes au sein d'EDM. La justice malienne est minée par la corruption, mais tous les juges ne sont pas des corrompus. On a vu des militaires fuir le front et s'en aller et jeter la tenue, mais tous les militaires ne sont pas des fuyards. Il ne faut pas jeter l'opprobre de cette manière sur une structure aussi vitale. C'est un aspect humain qui est là, ce sont des travailleurs et des compétences. Effectivement, l'EDM a un gros problème de gestion, mais quand on s'attaque de plein front comme ça, en tant que ministre de tutelle, nous, les simples citoyens, on s'attend à voir quoi? On s'attend à voir des condamnations pratiquement immédiates, ou alors d'abord les condamnations et après une explication. On s'attend à voir des personnes renvoyées, des personnes relevées. On s'attend à ce que tout soit assaini et ensuite une explication. Maintenant qu'elles se mettent à dos les syndicats, ce n'est pas l'idéal parce que les personnes et les ressources humaines sont au centre de l'appareil de l'EDM. Ce sont des gens qui passent leur vie dans ça, qui ont des familles qui passent la nuit dans l'obscurité comme nous. Maintenant, à savoir est-ce que les gestionnaires de l'EDM font leur travail correctement? Là maintenant, nous attendons que la justice fasse vraiment son travail et nous ne remettons pas en question ni ce que le syndicat dit, ni ce que la ministre dit, mais nous n'avons pas assez de données et nous attendons réellement que la situation soit assainie et de manière correcte pour qu'on puisse avancer. Monsieur Abdallah, si dans ce contexte de grand délestage, si on apprend de la bouche du ministre que 59 citernes ont disparu dans la nature, que des factures sont doublement ou triplement payées, est-ce que cela ne s'appelle pas un scandale finalement? C'est plus qu'un scandale, mais en réalité, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous ne croyez pas déjà? Je parlais d'un revers de main, cette question de vol. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol à EDM, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise gouvernance à EDM, mais la proportion dans laquelle le ministre s'est exprimé, je ne crois pas à cette proportion-là. Mais il y a un problème à EDM. Quand on prend la version de l'ancien ministère de Lamine Traoré, oui, il a campé le problème de l'EDM. Il dit que l'EDM souffre depuis 20 ans d'absence d'investissement. Il est renchéré, il dit que l'EDM souffre d'une dette d'exploitation. En son temps, il a dit que l'EDM souffrait de 20 milliards de dette d'exploitation. Il avait dit aussi que l'augmentation chaque année de 20% du nombre de consommateurs, doublé au vieillissement des équipements, ça pose problème. Et Cyril Lamine Traoré avait élaboré ce qu'on appelle un plan d'investissement validé par le Conseil des ministres, oui, et qui devait amener une transition énergétique du thermique vers du thermique, je crois, vers... Ça, c'était à long terme, hein? Non, vers le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Donc ça, c'était... Et à l'horizon 2026, c'est oui, M. Lamine Traoré... Mais pour le court oui, terme... C'est ce que le syndicat a dit aujourd'hui. En réalité, chaque ministre qui vient ne s'occupe que de la gestion de la pointe en réalité. Mais Abdallah, ce que moi je voudrais savoir, oui, pour le court terme, la proposition de l'ancien ministre, c'était l'achat des groupes électrogènes. On avait effectivement déboursé des montants pour l'achat de 27 groupes électrogènes, mais malheureusement,
ce circuit aussi a été un peu... Oui, la mine gérée sur un long terme. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut effectivement, l'IDM, c'est un problème du quotidien. Il fallait effectivement gérer le problème quotidiennement. Et c'est ce que les syndicats aussi ont reproché aux différents directeurs, aux différents ministres qui ont toujours passé. Ils disent qu'en réalité, ils s'occupent que de la gestion des périodes de pointe. Et là, ça ne peut pas marcher. C'est des équipements vieillissants qui sont là. Et c'est un problème structurel qui est là qu'il faut gérer sur le long terme, pas sur le court terme. Et aujourd'hui, très honnêtement, qu'est-ce que les syndicats demandent? Les syndicats demandent des états généraux de l'énergie pour réellement trouver des solutions structurelles aux problèmes énergétiques du Mali. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec le syndicat EDM. La mine Traoré, là, sur la mine Sékou Traoré et les syndicats sont sur la même longueur d'onde. Le problème de l'énergie du Mali, c'est un problème d'abord technique. Ce n'est pas un problème de vol de gasoil, ce n'est pas un problème. C'est peut-être qu'il y aura une. On dira mais que pour les cas précis des groupes électrogènes. Oui, on a dit que 27 groupes... Vous ne croyez pas à ça? Si, j'y crois, parce que quand les groupes ont été livrés, on dit que les caractéristiques ne correspondent pas effectivement aux caractéristiques de l'offre. Enfin, quand on les a réceptionnés, les groupes ne correspondent pas aux caractéristiques de l'appel d'offres. Ça veut dire qu'effectivement, le commerçant ou l'opérateur économique qui a eu en charge de livrer ces équipements-là est parfaitement en faute par rapport à ça. Maintenant, en complicité avec qui? La justice doit se saisir par rapport à ça et situer les responsabilités. Je suis parfaitement d'accord. Quand on commande 27 groupes électriques avec des caractéristiques précises et que quand on les livre avec des caractéristiques qui ne sont pas conformes aux caractéristiques de l'appel d'offres, forcément il va falloir que l'opérateur économique en question, peut-être en connivence avec d'autres agents, doivent forcément être interpellés et les mettre au niveau de la justice pour qu'effectivement on puisse les questionner et savoir où se situe effectivement le problème. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, très honnêtement, la sortie du ministre, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Elle a extrapolé peut-être, elle a allé trop loin dans ce qu'elle a dit. Il faut vraiment revoir, elle doit revoir sa communication et elle doit même revoir les chiffres encore. Professeur, est-ce que les dénonciations que le ministre est en train de faire ne devraient pas être l'œuvre du syndicat, par exemple? Bon, c'est possible, hein, ça aurait dû être, hein, mais comme le syndicat globalement, ils disent qu'ils sont là pour la défense des intérêts des travailleurs. Maintenant, quand... Oui, l'intérêt des travailleurs, déjà, c'est la continuité de l'entreprise. Oui, je suis d'accord, j'ai dit ça aurait dû. Mais généralement, qu'est-ce qu'on constate en général, ces dernières années au niveau du Mali, le syndicat se bat uniquement pour les avantages, n'est-ce pas, les primes, autre chose, beaucoup de choses, amélioration des conditions de travail, etc. Mais ce que vous savez, et moi je vois la sortie du ministre comme une opportunité pour le peuple malien. Parce que vous savez, aucun service public du Mali n'est mieux géré. Je suis du domaine public, j'ai fait ce service. Vous savez, en matière de gouvernance, il y a tous les problèmes à tous les niveaux. C'est-à-dire que lorsque les dotations sont faites, les budgets sont votés, en général, l'exécution n'est pas faite conformément, n'est-ce pas, aux prévisions. Globalement, c'est comme ça. Et prenez l'ensemble des rapports de contrôle. Vous verrez que chaque fois, ce sont les mêmes problèmes. Maintenant, et cette fois-ci, pourquoi parce que c'est des gens comme vous, M. Barou, et Diko, et Yatara, et Soumano, les citadins ici, qui bénéficient de l'électricité, c'est pourquoi vous plaignez. Vous avez su maintenant qu'il y a des problèmes. Je prends l'exemple simple de la CMDT, au niveau de la fourniture des intrants agricoles. Chaque année, en début d'année, c'est le même problème de gouvernance qui font que les gens ont du mal à y accéder et il y a des problèmes de production à tous les niveaux. Donc maintenant, cette fois-ci que c'est arrivé au niveau de l'énergie et que les services, le secteur public et privé est affecté, d'autres secteurs, c'est même les citadins sont nettement affectés qu'on en parle. Donc, profitons de cette situation pour résoudre le problème de gouvernance qui se pose à l'ensemble des structures. Maintenant, au niveau de l'EDM, il faut comprendre une chose. L'énergie est un service à part. C'est-à-dire dont la régulation ne doit pas forcément être laissée au marché. Vous savez, exemple, j'ai écouté le syndicat qui a dit que de manière journalière, l'EDM fait rentrer 700 millions et que chaque jour, ça fait sortir 1,2 milliard. Donc, quand on est déjà en fin d'année, déjà, il y a déjà un gap, un déficit. 1,2 milliard en termes de carburant. Oui, bien sûr, en termes de carburant. Donc, et l'autre, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a celui de Lamine Traoré qui a parlé de déficit, d'aide d'exploitation. Sûrement, c'est lié au personnel, beaucoup d'autres charges sociales, etc. Exactement. Donc, déjà, quand on regarde, maintenant, ça voudrait dire que quoi? On doit s'attendre de la part de l'État, de la population, que l'État devrait injecter chaque année des sous au niveau de l'État. Ça, c'est obligé. Il y a ce qu'on appelle l'élément de subvention croisée. Ça voudrait dire qu'au niveau de l'État, il y a certains secteurs qui engendrent des sous. Quand je prends le secteur des mines, qui engendrent des sous, et d'autres secteurs éventuellement. Maintenant, les surplus qui sont engagés dans ces secteurs-là doivent permettre de subventionner d'autres secteurs qui sont des secteurs vitaux. Parce que imaginez quand on laisse le secteur privé et l'énergie au niveau du privé, ça fait quoi? Le coût de l'électricité va crescendo. Et conséquence, c'est quoi? Vous imaginez le prix et sur les biens de production, etc. Donc pour moi, c'est crucial. Maintenant, il y a un autre service au fait
qu'on doit indexer dans le cas du Mali. Vous savez, c'est le service des marchés publics. Je crois que c'est un service qui doit être questionné, interrogé, audité, vu. Parce qu'à tous les niveaux, vous vous souvenez bien, les équipements militaires, vous vous souvenez bien, les intrants agricoles, vous vous souvenez, à tous les niveaux, il y a un problème de marché public. D'accord. À qui donner, comment donner et tout. Donc je crois que pour moi, c'est une occasion pour le peuple malien, n'est-ce pas, de revoir l'ensemble du fonctionnement des services publics. Parce que le problème du Mali, je le dis haut et fort, ce n'est pas le secteur privé. Le problème du Mali, c'est l'administration publique. Dès lors que l'administration publique n'est pas bien, n'assume pas sa mission de service public, Diko, vous pouvez dire à votre voisin qu'on ne sont pas dans un amphithéâtre. On va passer après ça la parole à... D'accord, oui, mais on a vu que le syndicat quand même a rejeté toutes les accusations du ministre. Hein. Il y a même un syndicaliste qui a affirmé la main sur le cœur devant les caméras des journalistes, effectivement, qu'il y a des travailleurs de l'EDM qui ne vivent que de leur salaire. Comment vous commentez déjà cette petite phrase lancée? Maintenant, ce que je vais dire, il n'y a pas... il faut aussi saluer, comme il a dit, on ne peut pas tout de suite. Moi, je reste derrière le principe. Il y a d'abord, jusqu'à preuve du contraire, la présomption d'innocence. Ça, nous le savons. Maintenant, je l'ai dit. Vous savez, dans un rapport d'audit, quand vous avez un rapport d'audit, ce qui se dit, il faudrait déjà faire ce qu'on appelle le principe de contradictoire. C'est-à-dire que l'auditeur, ce qu'il relève comme observation, comme constat, comme, j'allais dire, irrégularité, il est obligé d'en discuter avec le service mis en cause. Soumano, je finis. Je termine. Dans les cas d'espèce, est-ce qu'il ne s'agit pas des cas de flagrant délit, par exemple, quand on parle de groupes électrogènes, des ordinateurs saisis des ordinateurs qui ont parlé. Barou, je t'explique. Oui. Je t'ai dit, quand tu parles, ça dit, il y a des procédures. On ne peut pas réinventer les choses. Moi, je suis en train de dire. J'ai dit, la question que je me pose, est-ce qu'il y a eu le principe du contradictoire? Parce que comme l'impression que la réponse du syndicat, c'est cet exercice auquel il est en train de se livrer. Vous parlez d'un principe de flagrance délit. Flagrance délit aussi, on peut se tromper. Vous avez vu aujourd'hui, on voit circuler des lettres où quelqu'un demande que la citerne qui a été saisie n'était pas destinée à l'EDM, qu'il faut restituer. Donc ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, ce que je dis aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le rapport doit être transmis à l'autorité judiciaire qui est compétente pour tirer les conséquences. Ça, c'est important. C'est ce qui serait fait. Hein? Oui, c'est ça qui va être fait. Maintenant, il peut y avoir des sanctions administratives. Les sanctions qui vont tomber ne seront que des sanctions administratives. Parce que quand on va aller au-delà des sanctions administratives, il faut encore interpeller la justice. Donc, le dernier rempart, c'est la justice. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je dis, aussi vrai qu'on considère que l'eau est source de vie, on va aussi considérer aujourd'hui, dans le contexte du Mali, que l'électricité est source d'épanouissement et de sécurité. Et à ce titre-là, nous avons tous intérêt à travailler que l'électricité ne puisse pas manquer. Et à cela, je dis, face à cette situation, la question que je me pose, est-ce que le conseil d'administration avait été au courant de cette information? Certains disent que les syndicats auraient dû saisir, auraient dû dénoncer. Mais le conseil d'administration, à toutes ces informations, je ne sais pas s'ils avaient l'information ou pourquoi ils n'ont pas saisi ou bien ils ont dit, je ne sais pas. Parce que moi, en fait, si je suis administrateur d'une société et que j'ai en connaissance ce genre de rapport, mais moi je dénonce. C'est mon rôle. Première des choses. Deuxième des choses, pourquoi aujourd'hui, pour sauver, est-ce qu'il ne faut pas envisager? Vous savez, dans certains pays, quand une entreprise atteint ce niveau-là, on la déclare en faillite et puis on va faire ce qu'on appelle la procédure judiciaire de redressement. En ce moment-là, il y a un concordat qui est préparé et qui est discuté avec l'ensemble des protagonistes. Ça aussi, c'est une manière de protéger l'entreprise. Parce que là, il y a 2500 employés. Et comme on dit, si on ne fait garde, imaginez que EDM plonge. Et quand EDM plonge, c'est 2500 emplois qui vont être perdus. Et moi, je suis contre la perte d'emploi. Voilà pourquoi je ne suis même pas pour le fait qu'on chasse des gens. Moi, je suis pour qu'il y ait des sanctions disciplinaires prononcées, des suspensions, etc., des rétrogradations, mais pas de perte d'emploi. Aujourd'hui, si l'autorité judiciaire saisie du rapport considère qu'il y a eu des gens qui ont commis des infractions et que ces personnes doivent répondre, en ce moment, c'est une décision prise par l'ensemble des Maliens, parce que la justice représente l'ensemble des Maliens et il faut que les gens acceptent. En ce moment, le syndicat n'aura pas d'éléments à dire. Donc là où on est, il faudrait aider à proposer des solutions à nos autorités parce que nous sommes tous concernés. D'accord. Diko, comment vous voyez déjà la suite de ce dossier, hein? Oui, la suite, permettez-moi juste une minute pour revenir sur 2-3 choses très intéressantes qui ont été dites. Quand Soumano parlait de la manière dont les marchés sont passés, que Diamontène également le disait, il y a quelque chose qu'il faut quand même dire à nos téléspectateurs, c'est que l'EDM
Dès que le marché dépasse la somme de 500 millions, le directeur ne peut plus accorder ce marché-là. C'est au conseil d'administration et au ministre de le faire. Donc pour revenir à votre marché de groupe électrogène de plusieurs milliards... Un scandale? Un scandale, bien sûr, parce que même si le président de la République va appeler même le chef des voleurs du district de Bamako et lui donner l'argent en lui disant « va faire cette commission », le chef des voleurs va lui ramener la commission et la monnaie. Oui. Et là, on leur donne l'argent et on va dire acheter des groupes et ce n'est pas les bons groupes. Bien sûr que c'est un scandale. Bien sûr que des têtes doivent tomber. Et ça, c'est ce qu'on attend. Mais attention, au-delà de 500 millions, c'est le conseil d'administration, le ministère. Ce n'est pas l'employé simple d'EDM. Ce n'est pas lui. On aurait aimé également entendre dire que, par exemple, dans Bamako, nous avons 11 postes sources qui sont énergétiques, qui doivent être connectés avec 150 000 volts, qui sont actuellement, il n'y en a que 3 sur les 11 qui bénéficient de cette connexion. Donc nous avons 8 postes sur 11 qui ne sont pas connectés valablement. Un est en cours, mais nous avons 8 postes sur 11 qui ne sont pas connectés valablement. Ce n'est pas la faute de l'EDM. Nous avons 43 ans de retard en développement hydroélectrique. Ce n'est pas la faute de l'EDM, c'est la responsabilité de l'État malien et des gouvernements de 1980 à maintenant. Nous avons eu 27 directeurs EDM de 1961 à aujourd'hui. 27 directeurs EDM. Ce n'est pas la faute de l'EDM, c'est la faute de l'État malien. De 2013 à aujourd'hui, la moyenne de vie d'un directeur de l'EDM, elle est de 9 mois, monsieur Sidibé. C'est la faute de qui ça? De l'EDM ou de la manière dont le ministère et de la manière dont l'État voit la gestion de l'EDM? C'est eux qui les nomment. Est-ce qu'on doit encore se poser la question dans un pays comme le Mali, avec le soleil, avec le Niger, on doit encore se dire, on doit encore aller sur les centrales nucléaires. Il faut convaincre les pouvoirs de ça, en sachant que tout ce qui est pétrole et ressources et combustibles représente 66% de la production de maintenant. Ça, c'est une défaillance de l'État qui n'a pas la vision pour. C'est une défaillance de l'État. D'accord. Maintenant, l'avenir dans ça, Oui. c'est... Les centrales nucléaires ne sont pas la solution pour le Mali, en tout cas pas à court terme, et il y a d'autres risques inhérents à la chose. La solution et la chose viable pour le Mali, c'est tout simplement de nous reconcentrer sur l'hydroélectrique et le solaire. Le solaire représente moins de 1% de notre production énergétique actuellement. C'est scandaleux. Comment un État peut se mettre dans la tête et ne se positionner que comme un fournisseur envers un client? C'est-à-dire que nous, les citoyens, l'État malien n'envisage que de nous fournir l'électricité. Et on revient au même problème, production, transport, distribution. Pourquoi, au lieu de chercher à fournir 70 000 foyers en même temps, pourquoi ne pas mettre en place les recherches et développements en énergie solaire pour que le solaire soit abordable pour le citoyen malien et que chacun de ces 70 000 foyers soit une source d'énergie avec une plaque pour le ventilo, une plaque pour la lumière, au lieu de 100 000 plaques pour 70 000 foyers. Bien sûr que ça reviendra plus cher. On attend d'un État de prévoir ça et de ne pas tomber dans les pièges de production, acheminement, distribution. D'accord. Yatara, à quoi les clients peuvent s'attendre au bout de ce débat finalement? Bon, on accuse trop l'État en réalité, mais l'État aussi joue sa partition. Et des 145 francs la production des kilowatts, l'État demande à l'EDM de vendre ça à 100 francs pour que le consommateur malien, le malien lambda puisse avoir l'électricité. Ces gap-là, c'est l'État qui paye ça à l'EDM. Peut-être que ce n'est pas payé opportunément souvent, c'est souvent payé en retard, mais aujourd'hui, ces gap-là, c'est l'État qui le paye à l'EDM. Si nous, consommateurs moyens, consommateurs lambda, on devrait payer l'électricité à 145 francs, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je crois que le Mali, la moitié du Mali, ou même le 2/3 serait dans l'obscurité aujourd'hui. Moi, je tire le chapeau à l'État par rapport à ça. Mais peut-être que l'État, structurellement, l'État n'a pas trop investi dans l'EDM aujourd'hui. Nous sommes dans ce problème-là aujourd'hui. Et je crois que la transition qui a mis en place une commission qui est présidée par le colonel Assimi Goïta est en train de se mettre à pied d'œuvre pour qu'aujourd'hui, le Malien lambda puisse avoir l'électricité à bon prix. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette commission aussi a failli?
pas failli. Une commission qui dit, décide de l'achat de... Le marché, il a dit, le marché, c'est des seuils. Ouais. C'est des seuils. À partir d'un certain montant, on ne peut pas accuser le DG. Le DG ne peut pas passer des marchés de groupes électrogènes. Même le président du conseil d'administration ne peut pas passer ces marchés-là. C'est au conseil des ministres que ça se décide. Et souvent, quand ça passe, ça dépasse même au niveau du conseil des ministres, c'est souvent le président de la transition, le président de la République, selon les cas, qui décide du gré à gré par rapport à l'urgence même. Parce qu'en réalité, les procédures de passation des marchés publics aussi, il y a des cas d'urgence. Là, on ne peut pas se permettre de respecter toutes les procédures parce que l'urgence est là. À un certain moment, il y a des dérogations forcément. Voilà. Non, il y a des dérogations forcément. Dans ces cas comme ça, il y a des dérogations. Forcément, il y a des dérogations. On ne peut pas poursuivre les procédures dans pareilles circonstances comme le cas d'IDEM. Il y a forcément des dérogations par rapport aux procédures de passation des marchés publics. Donc aujourd'hui, moi, j'ai dit très honnêtement, il va falloir très honnêtement que nous, citoyens maliens aussi, consommateurs maliens aussi, puissions aussi utiliser l'électricité à bon escient. Aujourd'hui, les services publics, quand à 16h, tu rentres dans certains bureaux, le climatiseur est allumé, les courants ne sont pas éteints. Il faut aussi un bon usage de l'électricité aussi, pour que tout le monde puisse avoir l'électricité. En réalité, on utilise aussi très mal dans nos foyers l'électricité. Ça aussi, et même dans les services publics, on utilise aussi très mal l'électricité. Il faut que les citoyens aussi maliens puissent apprendre le bon usage du courant pour que réellement tous les Maliens puissent aussi avoir l'électricité. Madame le ministre l'a dit, elle a dit très honnêtement, les installations aujourd'hui, les installations peuvent supporter, si ce n'est pas la mauvaise gestion, les installations aujourd'hui peuvent supporter toute la fourniture d'électricité. Elle l'a dit. Donc il faut qu'aussi on puisse pas réinventer la roue, mais aussi apprenons aussi à bon utiliser aussi l'électricité aussi. Professeur, on a vu que Madame le ministre a dénoncé, si vous voulez, la mauvaise gestion de la société et même l'insouciance même de certains agents de la structure déjà. Est-ce qu'avec tous ces mots, est-ce que les clients peuvent s'attendre à la fourniture normale de l'électricité dans les jours très prochains? Je ne suis pas trop optimiste, en toute franchise. Il peut y avoir une légère amélioration, n'est-ce pas, des services. Et parce que, au fait, il y a deux éléments. Quand à la suite de Yatara tout à l'heure là, vous savez, il a dit de moins indexer l'État. Mais quand vous regardez un peu l'investissement, parce que quand j'ai écouté les syndicats de l'EDM, ils disent que c'est le contrat de concession. L'investissement relève de l'État. Ouais. Eux, c'est la production et la distribution. Ça voudrait dire que les investissements qui conditionne la production même de l'électricité, c'est exclusivement de la part de l'État, c'est le ressort de l'État. Donc il a parlé des centrales nucléaires, il a parlé des barrages hydroélectriques, des panneaux solaires, l'éolien. Tout ça. Mais si les gouvernements, parce que comme il a dit, n'ont pas pu investir, parce que prenez le BESI, le budget spécial d'investissement, parce que c'est à ce niveau que l'État devrait prévoir. Et donc l'État a échoué à ce niveau. Maintenant, si réellement le gap est lié à la gestion, on peut se dire d'ici une année, tout au plus, parce que d'abord il faut procéder. Si c'est lié à la gestion, parce que moi j'ai menti à ce que Madame la ministre a dit, si c'est lié à la gestion, parce que d'abord il faut faire un diagnostic exhaustif, déceler là où ça ne va pas et apporter les mesures correctives nécessaires. Maintenant si ce n'est pas lié à la gestion, maintenant comme il a dit, on va prendre notre mal en patience, parce que là cela suppose que des investissements nouveaux soient effectués, n'est-ce pas, pour que le gap de production dont on a besoin soit réalisé à ce niveau-là. Donc moi quand même je ne suis pas trop optimiste, je ne suis pas trop optimiste, pas du tout. Parce que pour moi, entre les deux, quand j'écoute les deux discours, les interventions de la ministre et les syndicats, je crois qu'il y a la vérité qui se trouve au milieu. D'accord. Voilà. Oui. Et dans la foulée, elle avait promis la reprise, l'amélioration nette même de la fourniture à Bamako, n'est-ce pas, avec le changement en tout cas au niveau de la centrale de Sirakoro. Oui, ça c'est le souhait. Moi c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut. Elle avait même donné un jour. Oui, j'ai dit, d'après ses propos, je ne crois pas que ça va être. C'est pas demain que les délaissés vont s'arrêter, on va diminuer. C'est ça que c'est clair. Oui. Et déjà on a compris ça. Mais maintenant, ce que moi je voudrais dire, d'abord, je vais un peu rebondir sur les propos de Yatara. Vous savez que la EDM, là, c'est une société anonyme, c'est une société privée, même si l'État est majoritaire. Donc, ce que vous dites, les règles de passation de marché, aujourd'hui, EDM est une société anonyme qui est gérée comme une société privée. Donc, moi, je n'ai pas lu les textes, mais il ne faut pas penser que la règle d'urgence peut aussi expliquer le fait qu'il y a une bourde par rapport au choix de prestataire. Et même si on reste dans cette logique-là, seule l'urgence ne justifie pas de donner un marché de gré à gré. Il y a deux autres conditions qui vont s'ajouter à ça. C'est la condition de la spécificité du prestataire, mais aussi l'autorisation
préalable donné par la DGMP. Donc, voici les éléments qui manquent. Mais je crois que nous avons affaire à des professionnels qui ne vont pas occulter cela. Donc, je pense que sur le plan, la seule urgence ne s'y est pas. Mais en fait, pour moi, c'est une société anonyme. Mais ce qui me cœur, moi, aujourd'hui, quand on parle de société anonyme, il y a des règles de gestion de la société anonyme qui sont régies par l'OHADA. On a tous les éléments pour que dans un autre pays, cette société soit déclarée en faillite. Mais déclarée en faillite ne veut pas dire que c'est sa mort programmée. C'est une manière de donner un sursaut. D'ailleurs, si on ne veut pas déclarer faillite, on peut chercher un concordat et un règlement préventif pour éviter au moins la faillite. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que le juge sera amené à arrêter les poursuites individuelles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez un temps soit peu que les fournisseurs de carburant décident de ne plus donner de carburant parce qu'ils ne sont pas payés. Mais on va dire autre chose. Parce que là, il faut, comme vous l'avez dit au début, il faut assurer la continuité de l'exploitation. Et EDM est criblé de dettes. Je ne veux même pas savoir combien c'est la dette. Mais au moins, je salue la population parce que dans les rapports, on n'a pas dit que la population ne fait pas d'impayés. 700 millions de gens payent les factures. Moi-même, ma facture a doublé en 2 mois, mais j'ai quand même payé. Mais donc, au moins, on a joué une partition. Donc, ce qu'on peut faire, la solution, c'est tout le monde qui peut l'apporter. Et l'apporter, c'est quoi? C'est des réflexions. On n'est pas dans les accusations. Encore une fois, l'audit étant là, la justice fera son travail. Mais pour le moment, nous, on doit être dans une logique d'accompagnement, de voir comment on peut sortir de cette situation-là. Alors, si on peut avoir des investisseurs, les syndicats ont dit qu'il faut mettre de l'argent, je suis d'accord. Mais généralement, un investisseur, il regarde d'abord l'environnement, il regarde tout ce qui est dénoncé, il va y réfléchir par 50 fois avant de mettre de l'argent. Maintenant, ce qui peut peut-être soulager, si l'État veut aussi réussir notre gestion, c'est de privatiser comme ça a été fait, donner en concession, ou bien donner à un régie intéressé, je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est aussi du PPP, c'est prévu par les lois. Voilà. D'un sujet de tension à un autre, sommes-nous en train d'assister finalement au départ anticipé de l'aménagement du Mali? En tout cas, depuis quelques jours, nous assistons à un désengagement massif du contingent tchadien avant le délai prévu. Diko, commentaire? C'était à prévoir que les choses pour la MINUSMA aillent en débandade. Au moment où Barkhane quittait le Mali, la MINUSMA avait fait une déclaration qu'il n'avait plus personne pour les protéger. Ça s'est fait publiquement. Donc nous qui comptions sur la MINUSMA pour nous protéger, la MINUSMA criait qu'elle n'avait plus personne pour être protégée. Et c'est quelque chose de logique. Cette débandade, elle est là, elle est logique maintenant. Gouverner, c'est prévoir. Exactement comme le thème que nous avons terminé d'aborder sur l'EDM, c'est prévoir. La sécurité, c'est prévoir. Et avoir un partenaire de mauvaise foi, parce que la MINUSMA nous a montré, à travers les actes qu'elle a posés au fur et à mesure de son mandat au Mali, qu'il y avait de forts soupçons de mauvaise foi. Quand on a un partenaire de mauvaise foi comme la MINUSMA, on doit s'attendre à ce que les délais soient retardés, soient anticipés. Et à l'État malien maintenant, avec toute l'ampleur et l'amplitude qu'il a, de prendre les dispositions pour sécuriser le mieux possible nos populations. Oui, mais est-ce que déjà nous apprenons que le contingent tchadien se désengage fâché un peu contre le Mali? Est-ce qu'on peut parler d'ingratitude à ce niveau quand on sait que ce contingent a été applaudi il y a une dizaine d'années ici au Mali pour sa bravoure? Oui, la France a été applaudie il y a une dizaine d'années pour avoir intervenu à Konna. C'est dans le même ordre d'idée. Maintenant, les hommes tchadiens, nous n'avons aucun problème avec eux, comme nous n'avons aucun problème avec la population française de France. Nous avons un problème avec les organisations qui les utilisent comme outils par rapport à notre situation et notre crise que nous connaissons ici au Mali. Nous n'avons rien contre X ou Y qui vient du Tchad. Mais s'il est là sous représentation de la MINUSMA et que la MINUSMA ne remplit pas le rôle qu'on attend d'elle, au fur et à mesure du temps qui passe, on va montrer la porte à notre cousin tchadien et lui souhaiter de revenir sous d'autres auspices et dans d'autres augures, mais pas de cette manière-là en tout cas. D'accord. Par rapport à la MINUSMA, moi je crois que la première fois s'est déroulée en bon ordre.
Oubossogou, Menaka. On a vu que l'armée malienne a déploré même cette situation. Hein. Oui, depuis la perte en réalité, depuis que l'armée malienne a récupéré Anifi, je crois que l'administration a changé de stratégie. Et je crois que Aguelok, Kidal et Tessalit ont été livrés à la CMA volontairement par l'administration. Sinon, qu'est-ce qui a empêché l'administration de faire venir l'armée malienne et de procéder à la rétrocession normalement? Même Baird, ils ont essayé de... Mais je crois que la perte d'Anifis a beaucoup joué. Je crois que c'était le dernier verrou. Et je crois que l'administration a dû comprendre qu'aujourd'hui, l'armée malienne est en position de force. Ce n'est pas la peine de faire la rétrocession normalement. Il faut essayer de créer le désordre. Il faut abandonner ces camps-là. Il est laissé aux mains de la CEMA. Ça a été fait volontairement. Et je crois que en réalité, on donne aujourd'hui raison aux autorités maliennes par rapport à la position de l'administration. Je crois qu'ils n'ont pas joué franc jeu. Mais quel que soit le temps, ça peut venir en retard. Mais les 3 emprisonnés qui ont été libérés par je crois, les Tchadiens, Tessalit, et puis le Kidal et puis Aguelok seront récupérés très prochainement par l'armée malienne. Sinon, on a entendu sur une chaîne, en tout cas internationale, que ces contingents accuseraient le Mali d'ingratitude. Aucune ingratitude. En réalité, ils sont tombés dans leur propre piège. Ils pensaient que l'armée malienne ne pouvait pas récupérer. En effet, ils sont tombés dans leur propre piège. Pour eux, c'était le dernier virus, c'était infranchissable. Et je crois que de la manière dont en effet c'est tombé, je crois qu'ils étaient complètement en désespoir. Ils accusent aujourd'hui l'armée malienne. Je crois que l'armée malienne, depuis même la signature de l'accord de paix issu du procès d'Alger, le Mali n'a jamais violé aucun article de cet accord-là. Le Mali est toujours respectueux de ses voisins, que ce soit ses contingents qui constituent l'administration, y compris le contingent tchadien. Je crois qu'ils s'en veulent qu'à eux-mêmes aujourd'hui. Professeur, on est en train de commenter ce désengagement anticipé du contingent tchadien. Bon, ce désengagement anticipé, ça ne s'explique pas au fait. Parce que si on retourne, je crois, le 30 juin, lorsque le Mali a demandé la fin, n'est-ce pas, de la mission, eux-mêmes n'étaient même pas prêts. Peut-être qu'ils ne se sentiraient plus en sécurité. Non, au fait, oui, non, théoriquement, ça voudrait dire qu'eux-mêmes, parce que qu'est-ce qu'ils avaient avancé comme argument? Ils disaient que techniquement, ce n'était pas facile, que d'ici la fin de l'année, qu'ils puissent effectuer ce retrait. C'est ce qu'ils avaient dit. Et aux autorités maliennes de dire, niet, nous n'allons pas aller excéder le 31 décembre. Donc, ils ont dit, ils tenteront de faire du mieux possible. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, le Mali les a récusés. Pourquoi? Parce qu'on les suspecte d'être en connivence avec nos détracteurs. Et maintenant, donc, du coup, nos autorités ont pris des dispositions draconiennes, surtout pour ce qui concerne le survol de certains espaces, étant donné que nos forces armées sont en opération. En opération, parce qu'on leur a dit, ils donnent souvent des positions, un certain nombre de renseignements, etc. Donc, du coup, maintenant, ils sont comme en prison. C'est que vous devez comprendre, les militaires tchadiens et autres sont comme en prison dans leur camp. Parce qu'ils n'ont plus cette liberté de mouvement. Donc, du coup, ils sont essoufflés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils essaient d'anticiper. En anticipant, comme ils ont dit, tout ça, à Nifis, ils ne s'attendaient pas. Regardez comment ils ont laissé à Aguelok. Ils sont partis à Aguelok. Du coup, comme ça, ils avaient même difficilement, ils avaient voulu même faire, n'est-ce pas, cette passation officielle. Donc, du coup, pour moi, et au fait, c'est cette mauvaise foi qu'on leur avait prêtée qu'ils sont en train d'étaler au grand jour. Et également, ils sont acculés, ils ne font que partir. Et nous sommes pressés même qu'ils partent avant même le 31 décembre. Donc, ce n'est pas étonnant. D'accord. Oui. Bon, vous savez, l'attitude de l'administration, je l'ai toujours dit, les gens ont du mal, résistent à lâcher du lest. Les gens n'aiment pas lâcher du lest. Ce que le Mali a fait, l'administration, c'est une leçon. Aujourd'hui, d'autres structures, d'autres États sont en train d'en inspirer, notamment à la MINUSCO. Moi, je viens du Congo, de la RDC, mais c'est exactement le même dispositif. On a fait que plaquer ce que le Mali a fait, a réussi, on est en train d'appliquer ça au Congo. Donc, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, on n'a jamais vu dans un monde, dans aucune situation de retrait d'une mission onusienne, le délai que le Mali a donné et que ça a été respecté, ça n'existait pas dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est puni, on a fier. Et par contre, on doit s'attendre à toutes sortes de stratagèmes. Ça, c'est important. Mais moi, je pense que faisons confiance à nos autorités. Parce que si des décisions pareilles ont été prises, on doit s'attendre l'administration trouvera des voies et moyens pour ne pas souvent, en tout cas, respecter. Mais on voit toujours au jeu que l'objectif est atteint. Et là, quand même, ça, c'est apporté au crédit de nos autorités. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Abdallah Yatara, conseiller communal
Monsieur Mohamed Alamine Diko, secrétaire politique au niveau du RDS, Chakmar Soumano, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, coordinateur du baromètre, et professeur Abdul Karim Djamoutine, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de cette même émission. Au revoir.